Je vais demander à Luc Sibrac de bien vouloir s'installer. Voilà. Non, non, il n'y a pas de souci. Alors, je vous confirme donc, comme j'avais eu l'occasion de vous en parler à la commission réunie, Véronique Ferreira ne peut pas démarrer ce conseil parce qu'elle est retenue par une réunion dans son lycée avec les parents d'élèves. Donc c'est la première réunion qui est généralement une réunion très très importante de rentrée. Donc elle essaiera de nous rejoindre en cours de réunion. Je vais demander donc en termes de secrétariat de séance à Danielle Lallemand si elle peut assurer le secrétariat de séance ce soir. Donc il y a un certain nombre d'excuses. Donc je sais que Madame Plougoum doit nous rejoindre un peu plus tard parce qu'elle avait une réunion importante à la métropole et qui avait démarré un peu plus tard que prévu. Donc Véronique Ferreira a donné son pouvoir à moi-même. Aurore Lamotte a donné son pouvoir à Sylvie César. Pascal Navarro à Sandrine Lacossade. Éline Noriega à Isabelle Maillet, Ezel Azik à Pierre Laborde, Michel Saubion à Jean-Claude Marceau et Loué Nelly a donné son pouvoir à Luc Sibrac. Donc nous allons commencer par l'adoption du compte-rendu du 24 juin dernier, donc du Conseil du 24 juin dernier. Y a-t-il des remarques par rapport à ce compte-rendu ? Aucune, donc je vous propose de l'adopter. Y a-t-il des voix contre? Y a-t-il des abstentions? Donc il est adopté à l'unanimité. Donc la première délibération, en fait, n'est pas une délibération, mais une information qui concerne donc le rapport d'activité 2023 du CCAS. Et c'est Sandrine Lacossade qui va nous le présenter. Merci. Oui, bonsoir à tous. Alors, donc vous avez tous eu dans vos convocations le rapport d'activité 2023. Je vais en faire un condensé parce que c'est vrai qu'il est assez dense et c'est plus facile quand il y a des questions, mais je vous fais un petit rapport. Alors tout d'abord sur le rapport, il est plus condensé que les précédents rapports où il y avait beaucoup d'écriture. J'ai souhaité qu'il soit allégé non pas sur le fond, mais sur la forme. Donc il y a des données chiffrées quand même, qui représentent l'activité du CCAS dans sa globalité, qui est regroupée par pôle, puisque le CCAS a deux pôles, le pôle solidarité et le pôle senior. Donc c'est séparé en deux dans ce rapport. Et il y a toujours les paroles d'agents. Alors les paroles d'agents, c'était inclus l'année dernière et on l'a continué parce que je trouve que c'est important de donner la parole aux agents publics qui constituent quand même 90% de notre activité au CCAS repose sur les ressources humaines et c'est intéressant d'avoir leur ressenti. Je me permettrai de lire tout à l'heure quelques mots. Donc je vais commencer par le pôle solidarité. Alors le pôle solidarité, c'est 12 agents. Avec une augmentation globale des réceptions, donc des personnes qui sont soit reçues en simple accueil, soit accompagnées par le CCAS. Il y a plusieurs types de publics accueillis. Ça peut être des agents qui sont des citoyens qui sont bénéficiaires du RSA, des citoyens qui ont des problématiques de santé, de handicap. Pour les domiciliations, puisque nous avons l'obligation en tant que commune de domicilier des personnes qui seraient sans domicile fixe, mais qui ont une attache à la commune. Ce qui est constaté par les travailleurs sociaux d'une manière générale, c'est des personnes qui sont en difficulté sur le plan de santé mentale. Alors ce n'est pas un scoop que je vous donne, puisque si on écoute tous les médias, on voit bien que depuis la crise du Covid, la problématique autour de la santé mentale est importante, notamment parce qu'il y a de moins en moins de prise en charge au quotidien et que forcément les personnes ont plus de difficultés à trouver un accompagnement, voire un traitement. Au niveau du CCAS, sur le pôle solidarité, on fait des aides sous forme de chèques services et de relais vers des associations solidaires.
Les associations solidaires, ça fait vraiment partie de notre paysage en tant que CCAS. Vous avez la Bonne Porte, vous avez les Restos du Cœur, vous avez la Passerelle, vous avez la Croix-Rouge. Toutes ces associations œuvrent également au quotidien pour les Blanquefortais qui sont plus fragiles et qui ont besoin temporairement ou plus durablement d'accompagnement et d'aide financière. Les besoins en termes de logement. Ça, c'est un gros sujet alors qui est toujours d'actualité, où on a beaucoup plus de demandes que d'offres. Alors, la demande repose principalement sur les séparations, où il y a de plus en plus de demandes de logement et de logement social, puisqu'on sait très bien que quand on est seul, on n'a pas les mêmes revenus que quand on est deux. Et c'est plus facile d'accéder à un logement social que dans le logement privé. La difficulté aussi, c'est le peu de turnover sur Blanquefort. Tous les bailleurs vous le diront, il y a de moins en moins de turnover. Donc quand on a un logement social mis à disposition, je vous garantis qu'on n'a pas qu'une seule candidature à proposer. Malheureusement, j'aimerais avoir une baguette magique et pouvoir résoudre toutes ces solutions, mais ça n'est pas possible. Mais on a essayé, nous en tant que CCAS et bien sûr par le biais de la ville, d'augmenter les capacités de logement d'urgence. Parce qu'on sait très bien qu'une personne qui arrive à la rue, donc soit dans sa voiture, soit dans une simple tente, après, pour repartir dans du logement plus pérenne, c'est compliqué. Donc sur 2022-2023, on a créé le logement de transition homme. Donc c'est 4 coins nuit et ça vient en supplément de 3 autres coins nuit qu'on a sur l'ALT ou le logement d'urgence. Donc ça permet d'accueillir des hommes, mais aussi des couples, voire des femmes qui seraient en difficulté passagère pour leur permettre d'avoir un toit sur la tête, ce qui est quand même le minimum de nos jours. Dans les chiffres clés, j'ai mis en avant les 12 581 personnes accueillies. Alors forcément, il y en a qui sont accueillies plusieurs fois, mais ça représente quand même un chiffre important pour une commune de notre taille. Je pense que ce n'est pas forcément parce qu'on a plus de besoins qu'ailleurs, mais c'est surtout parce qu'on a du personnel qui est professionnel et l'accompagnement n'est pas un simple accueil. Il y a vraiment une continuité du début, de la première fois où ils rentrent jusqu'à ce que leur solution, une solution soit trouvée, que ce soit une problématique de logement, de handicap ou autre. On a 500 permanences logements, je le disais tout à l'heure, hein, donc ça peut être de l'accueil, de la domiciliation, des expulsions et des regroupements familiales. Et on a actuellement une 50aine de demandeurs de logement sur le contingent municipal. Alors qu'est-ce que le contingent municipal? Ce sont des personnes qui ont fait une demande de logement social, mais qui ont déjà une attache à la commune. Alors l'attache, ça peut être le travail, ça peut être parce que leur enfant ou parent habite sur Blanquefort, et ils demandent à rentrer dans notre contingent municipal, c'est-à-dire que nous, quand on a une mise à disposition par un bailleur, on peut les positionner. Donc on a une 50aine de demandeurs. Alors quand je dis demandeurs, ça peut être une personne, comme ça peut être une famille de 4. Pour nous, c'est une demande. Et pour l'année 2023, nous avons eu 15 mises à disposition. Donc pour vous montrer un petit peu le delta entre la demande et l'offre. Hop. Pourquoi ça ne revient pas? Excusez-moi. Voilà. Alors j'ai tenu à mettre en avant, alors vous avez leurs paroles dans le rapport d'activité, mais c'est 2 nouveaux travailleurs sociaux qui sont arrivés en 2023. Donc nous avons Marie-Liselotte Tornil, qui est conseillère en économie sociale et familiale, et c'est elle qui est référente logement. Et nous avons Damien Royot, qui est assistant social en charge des seniors. Donc c'est 2 postes clés où on a eu ces nouvelles arrivées. Sur le second pôle, donc c'est le pôle senior. Donc le pôle senior, ça regroupe à la fois la résidence autonomie, mais aussi le SAD, donc le service d'aide à domicile. Donc c'est 33 agents. Sur 2023, on a une augmentation de l'activité des services de maintien à domicile. Alors ça peut être les heures d'aide à domicile, mais aussi mairie à domicile et l'accompagnement social de proximité. On a un peu moins de personnes à la résidence autonomie, puisque nous étions à 61 en 2024, 56 en 2023, et je ne vais pas faire un teasing, mais sur 2024, on est à 52. Tout simplement, puisque vous le savez, nous allons avoir la livraison de la résidence autonomie Simone Veil,
et que nous avons décidé au sein du conseil d'administration du CCAS de ne plus faire rentrer de nouvelles personnes, sauf cas d'urgence, bien sûr, parce qu'on trouve important que les personnes ne subissent pas 2 déménagements en très peu de temps. C'est-à-dire que si on les fait rentrer sur la résidence Corbeil pour dans 6 mois leur dire ben, on change, on va à Simone Veil, en termes d'acclimatation et de prise de repères, ça ferait beaucoup en peu de temps. Donc c'est un choix qui a été fait au niveau du conseil d'administration. Ceci explique la baisse des personnes résidentes. Justement, par rapport à la résidence Simone Veil, donc elle devrait, je mets vraiment du conditionnel, sortir, être livrée du moins, on va dire, dans le premier trimestre 2025, avec une entrée dans les lieux sur le premier semestre 2025. Parce qu'il y a quelques autorisations à faire valider après par le département, etc. Donc ça prend toujours un laps de temps entre la mise à disposition par le bailleur et l'entrée dans les lieux qui se fera de manière progressive puisqu'on ne peut pas déménager 50 résidents en 2 jours. Et nous en étions à 140 dossiers qui avaient été reçus donc au mois de mai. Nous avions reçu 140 dossiers. Il y a une première commission qui s'est tenue où des dossiers ont été refusés pour des raisons soit d'autonomie, soit de ressources financières, puisqu'il y a un certain plafond à ne pas dépasser pour rentrer dans les résidences autonomie qui sont publiques. Donc je crois de mémoire qu'on était à 90 dossiers, je crois qu'il restait. Donc toutes les personnes qui ont un dossier de préinscription vont être reçues soit par la directrice de la résidence actuelle, soit par l'assistant social, donc, que je vous ai montré tout à l'heure, Damien, pour faire un peu un état de leur autonomie, mais aussi de leur projet, puisque rentrer dans une résidence autonomie, c'est pas un simple appartement, c'est tout un lieu de vie qui est important, donc voir si ça correspond entre ce qu'ils pensent de la résidence autonomie et la réalité, voir s'ils maintiennent leur dossier d'inscription. Et ensuite, nous allons voir la dure tâche dans la commission de ne faire qu'entrer une trentaine de résidents. Donc ça veut dire qu'on va quand même laisser, sans espoir de rentrer dans la résidence autonomie un certain nombre de seniors. Toujours sur le pôle senior, on développe pas mal d'actions de prévention. Alors au niveau de la perte d'autonomie et de lien social, donc il y a de la gym adaptée aux seniors, des lectures comptées. Et pour favoriser le lien social, le restaurant Corbeil est ouvert à tous les seniors de plus de 65 ans, à la fois pour avoir une alimentation équilibrée, mais aussi un lien social. Et on a mis en place en 2023 la tarification en fonction des cartes clés, qui peut être parfois un frein à aller manger dans un restaurant collectif. Dans les actions aussi que nous faisons au niveau du pôle senior, c'est pour les aidants familiaux. Il ne faut pas oublier qu'être aidant familial n'est pas facile et qu'il y a besoin de temps pour décompresser. Donc il y a des actions qui sont menées en partenariat pour permettre aux aidants familiaux de souffler un peu et d'avoir aussi une oreille attentive à leurs soucis qui sont parfois très importants. Dans les actions phares de 2023, vous avez le café des seniors, la semaine bleue et l'accompagnement vers la nouvelle résidence, puisque un accompagnement comme celui-ci doit être accompagné. Je vais juste mettre mon ordinateur sur batterie. Est-ce que quelqu'un a chargeur? Depuis tout à l'heure, ça ne s'affiche pas. Bon. Non, je comprends pas pourquoi. Bon. C'est dommage parce que du coup après il y avait 2 photos, mais où j'avais la responsable du pôle service d'aide à domicile et une aide à domicile, et c'est là où je me permets de dire quelques mots. Ouais, mais c'est pas grave parce que j'ai terminé, je pense. Oui, j'ai bientôt terminé. Je vais vous. Voilà. Parfait. Il faut juste que je retrouve. Il y a quelques mots que j'ai voulu retranscrire parce que je pense que ça représente beaucoup de choses. C'est au niveau du pôle senior, donc c'est Sandrine Goblet, donc que vous avez à votre droite. Donc je reprends que quelques passages. Ça fait 2 ans et demi que je travaille auprès des personnes âgées. Il faut avoir beaucoup d'empathie.
La discussion, c'est très important pour les personnes âgées. Il y a des choses qu'elles ne disent pas à leurs enfants, mais à nous, aux aides à domicile. Ce n'est pas super important, mais ça fait partie du secret professionnel et de la discrétion. Quand je pars de chez elles, je suis contente. Je suis fière de ce que j'ai fait dans ma journée. Après moi, quand je sors de chez quelqu'un, j'essaie de penser à autre chose. Je mets la musique dans ma voiture et j'essaie de ne plus penser à la personne du matin, par exemple, qui parfois, au moment de partir, me dit « ne me laissez pas ». C'est difficile. Quand je rentre dans ma voiture, je souffle, je mets la musique un peu plus fort et j'essaye de chanter et de passer à autre chose. Alors, j'ai voulu redire ces mots parce que je pense que c'est important. Ce sont alors des travailleurs de l'ombre, ce sont des personnes qui accompagnent au mieux nos seniors. Elles ont un rôle très important sur la commune. On ne les voit pas forcément, elles ne sont pas mises souvent en avant, mais je trouve que c'est important de les remercier pour tout le travail qu'elles font parce qu'elles absorbent beaucoup, tant professionnellement, mais humainement aussi. Et je pense que c'est important de leur rendre un petit clin d'œil parce que le travail qu'elles font, sincèrement, tout le monde ne peut pas le faire. Et pour partir sur une note beaucoup plus positive, donc sur 2024, alors bien sûr, il va y avoir quelques nouveautés. On est en train de mettre en place des actions intergénérationnelles, alors cette fois avec des lycéens, puisque avec le Café des Seniors, il y a eu l'occasion de faire une rencontre entre le lycée et les seniors, et on trouve important et dynamisant, aussi bien pour les lycéens que pour les seniors, de confronter un petit peu leur vision de la vie, alors aussi bien sur les jeux vidéo que sur les jeux classiques, sur leur vision de la politique au sens large. Une enseignante a souhaité qu'on mette en place ce partenariat avec tous les seniors qui le souhaitent. Donc c'est quelque chose qui est mené sur 2024. Sur 2024, et d'ici quelques semaines, un nouveau logement d'accueil va voir le jour. Donc je vous parlais tout à l'heure qu'on avait 7 coins de nuit pour accueillir des familles, des hommes. Là, ce sera un accueil qui sera réservé aux femmes, avec ou sans enfants, suite à la mise à disposition d'un logement par la ville au CCAS, avec l'objectif que ces personnes aient un toit, le temps de trouver un logement plus pérenne. On essaye de faire des petites choses pour essayer de limiter les difficultés au niveau du logement pour ces femmes avec enfants, puisque les premières qui vont rentrer ont pour au moins 2 d'entre elles des enfants. En fait, il y a aussi également une action partenariale avec un bailleur pour une résidence d'accueil de femmes victimes de violences. Où là, on est sur un autre aspect du CCAS où les violences conjugales ont augmenté. Et on se dit que tous, main dans la main avec un bailleur, mais aussi avec une association qui est AVC2F, qui œuvre dans le Médoc pour les femmes victimes de violences, sur un partenariat pour essayer de créer une résidence sociale qui aura vocation à les mettre à l'abri, mais aussi avoir un accompagnement, puisqu'on sait que c'est important dans ces moments-là. Dans les nouveautés 2024, il y a aussi une nouvelle équipe. Alors, tout à l'heure, j'ai parlé en 2023, on a eu 2 nouveaux travailleurs sociaux. Et sur 2024, la direction du CCAS a changé, puisque la directrice Natacha Horimamer s'en est allée vers d'autres contrées, pas très loin quand même. Et donc la directrice adjointe a pris sa place et nous avons accueilli une nouvelle directrice adjointe dans l'été. Donc un nouveau binôme qui ma foi, est en train de bien œuvrer pour que tout se passe au mieux dans la continuité de ce qui se passait déjà. Et bien sûr, 2024, on va continuer toutes les actions qui sont déjà réalisées aussi bien par les travailleurs sociaux que par les aides à domicile, que par les élus, pour venir en appui aux personnes les plus fragilisées de notre commune. Voilà, je suis ouverte à vos questions et vos remarques. J'espère que j'ai débité. Merci beaucoup Sandrine. Y a-t-il des questions, des demandes de précision sur ce rapport? Tout est clair. Bon, moi je souhaite juste vraiment souligner ce travail de l'ombre que tu as rappelé. Dieu sait si en ce moment ce travail n'est pas facile et il y a des sujets en matière de sécurité, par exemple des femmes que tu as évoqués, qui sont des sujets aujourd'hui
sur lesquels on donne un éclairage, enfin, j'allais dire, sur lesquels on a un énorme travail et qui s'est accentué depuis le Covid. Et donc, je pense que ce travail qui est mené au quotidien est extrêmement important pour l'ensemble de notre population, quel que soit l'âge des adultes concernés. Très bien. S'il n'y a pas de questions, on va passer à la première délibération et c'est aussi Sandrine qui va s'exprimer. Il s'agit d'une subvention à l'association laïque du Prado. Alors oui, donc c'est une association qui vient en aide donc au Blanquefortais par le biais de permanences notamment. Alors ça peut être des soucis de violence, ça peut être des différends. Voilà, donc c'est des permanences qui sont tenues au sein du CCAS et donc c'est le vote d'une subvention. Je ne me souviens plus, comme j'ai mon ordinateur qui ne veut plus marcher. Alors, il s'agit d'un montant de 1 000 euros. 1 000 euros, pardon, voilà. Y a-t-il des demandes de précision, des questions, des remarques? S'il n'y en a pas, je vais donc proposer le vote pour cette délibération. Donc, y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Donc, cette délibération est votée à l'unanimité. Délibération suivante, Valérie Carpentier. Il s'agit donc d'un soutien à l'association Techno-Ouest Logement Jeune et par une subvention 2024. Oui, bonsoir à tous. L'association Techno-Ouest Logement Jeune a pour mission de favoriser la socialisation et l'intégration professionnelle des jeunes actifs du cadran nord-ouest de l'agglomération bordelaise par le biais de l'habitat. Pour l'accompagner dans ses missions nombreuses et variées, l'association TLJ sollicite une participation de l'ordre de 0,50 € par habitant auprès de notre commune, soit un montant de 8 318 €. Par ailleurs, et pour un meilleur accompagnement, la ville souhaite apporter son soutien par une subvention complémentaire de 5 000 €. En 2023, 18 permanences individuelles ont été proposées à Blanquefort. Elles ont permis d'accompagner 72 jeunes sur le territoire dans leur projet de logement. Ces permanences sont aujourd'hui organisées au pôle jeunesse de Fontgravé. Aujourd'hui, donc, nous vous remercions de bien vouloir attribuer la subvention de 13 318 € à l'association Logement Techno-Ouest. Merci. Merci Valérie. Y a-t-il des questions, des demandes de précision, des remarques? S'il n'y en a pas, je vous propose donc de passer au vote sur cette délibération. Qui est contre? Y a-t-il des abstentions? Je vous remercie. Donc, vote à l'unanimité. Délibération suivante, Jean-Claude Marceau. Il s'agit de l'adhésion à l'association des petits débrouillards. Bonsoir. Donc, l'association des petits débrouillards, c'est une association à laquelle la ville de Blanquefort s'est déjà associée plusieurs fois, mais aujourd'hui, la médiathèque organise dans le cadre de ses animations des thématiques autour des préjugés, stéréotypes et du racisme pour la saison 2024-2025. Et donc, à cette occasion, il est nécessaire de pouvoir utiliser de la part des petits débrouillards une mallette pédagogique réalisée par cette association qui sera exploitée pendant la semaine des égalités et de la diversité au mois de novembre prochain. Et au cours de cette exposition, pour le mois de la connaissance, pour le mois de mars 2025. Donc, il est nécessaire d'adhérer à cette association pour un montant de 40 €. Y a-t-il des questions? Les remarques? Je n'en vois pas, donc je mets cette délibération aux voix. Vote contre? Abstention? Je vous remercie. Donc l'adoption à l'unanimité. Jean-Claude Marceau, toujours. Convention de partenariat entre l'association Orchestre à l'école et la ville de Blanquefort. Oui, et monsieur le premier adjoint, je voulais simplement, comme je l'avais déjà annoncé lors de la commission réunie, je vais tout d'abord, avant de commencer à évoquer la question de la convention de partenariat avec l'orchestre à l'école, je voudrais simplement revenir sur le projet qui a été proposé au mois de juin dernier, et je voudrais simplement revenir sur quelques points d'organisation de cet orchestre à l'école. Donc je vais vous donner rapidement les modalités, parce que tout le monde n'est peut-être pas au courant, et je crois qu'il y a des gens qui sont intéressés pour savoir comment ça va se passer. Donc c'est d'abord un orchestre qui va être ouvert dans le cadre d'une école, celle du centre du Bourg, pour les élèves d'un même niveau. En particulier, ce sera le CE2 de l'école du Bourg.
Le niveau donc comprend 1 classe et demie et cette opération concernera les enfants pendant 3 ans. Donc ce projet s'inscrit en particulier dans le temps scolaire, mais aussi dans le temps périscolaire et fait partie du projet d'école et du parcours éducatif, artistique et culturel qui va être proposé. Donc les objectifs principaux de cet orchestre à l'école, d'abord c'est un impact positif sur tous les apprentissages, il favorise la maîtrise de la langue, il favorise la réussite scolaire et le progrès scolaire, impact sur les dispositifs dans l'acquisition des socles communs des compétences, c'est quand même pas non plus négligeable. L'intérêt pour les enfants, c'est d'abord de découvrir la pratique d'instruments. Pour le centre du bourg en particulier, beaucoup d'entre eux ne pratiquent pas la musique ou ne vont pas à l'école de musique, et donc c'est d'un intérêt particulier pour eux, une chance d'accéder à cette pratique musicale, d'avoir la possibilité de poursuivre et de compléter l'enseignement à l'école de musique s'ils le désirent par la suite. Et c'est une vraie entraide entre les élèves, et l'absence de jugement, l'amélioration de la capacité d'écoute et de concentration pour tous les élèves. Donc ça, c'est quand même aussi important. Comment ça va fonctionner ? C'est une méthode innovante de pédagogie avec une progression rapide. C'est un partenariat qu'il faut bien signaler entre l'école, la collectivité, la mairie et l'école de musique et de danse de Blanquefort. Cet impact éducatif est une ouverture culturelle pour les enfants et leurs familles qui sont très associés dans ce projet, puisque les enfants et les familles s'engagent pour 3 ans. L'organisation proprement dite matérielle, la ville donc, a choisi avec l'orchestre à l'école d'investir dans des équipements en instruments, en particulier un par élève, donc qui représente un coût de 23 893 €, et donc l'association Orchestre à l'école va financer 50% et la collectivité 50%. Donc quelques exemples d'équipements qui vont être proposés aux élèves dans le mois de septembre: des flûtes, des trompettes, des tubas, des clarinettes, des saxophones et tout un ensemble de percussions. Donc bien sûr, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les familles sont très impliquées puisque c'est un contrat de 3 ans. Et bien sûr qu'il faut que les enfants puissent contribuer à cette activité-là durant ces 3 années. Donc c'est un engagement important, un engagement pour les familles aussi. Donc c'est une expérience nouvelle qui est engagée. Et déjà sur la métropole, nous avons plusieurs exemples avec une belle réussite déjà sur 2 ou 3 centres. Ce projet est donc financé en grande partie par la ville de Blanquefort, mais aussi par l'association Orchestre à l'école. Bien entendu, probablement il y aura d'autres petits équipements d'acquisition manuelle, etc., de matériel, de consommables, et pourront peut-être être sollicités l'école élémentaire qui pourrait participer, et éventuellement la collectivité contribuera aussi à soutenir. Mais en ce qui concerne les familles, il n'y aura pas d'engagement financier pour les familles pendant cette période-là. Donc il y aura juste l'assurance à valider pour les familles en responsabilité civile. En ce qui concerne ce projet, c'est bien l'association Orchestre à l'école, l'éducation nationale, le ministère de la Culture et la collectivité de Blanquefort qui sont donc les partenaires associés à ce projet. Pour la question pédagogique, à savoir que les enfants pourront bénéficier en gros de 0,45 minutes par séance, par séquence par petit groupe de 7 à 8 élèves. Et donc il y aura 6 groupes qui fonctionneront en même temps, 1 ou 2 fois par semaine. Et donc il y aura une répétition ou des répétitions en groupe, en formation orchestre, dirigée par 2 professeurs. Et donc les animations, les séances d'apprentissage donc, se feront probablement entre 11h et 12h30, 2 fois ou 3 fois par semaine. Voilà, et nous avons l'intervention quand même pour cette opération. La municipalité s'investit aussi dans l'encadrement, puisqu'on a 6 professeurs de l'école de musique qui pourront intervenir et assumer le suivi de cette expérience. Voilà un petit peu pour la présentation générale. Et donc, d'autre part, cette convention qui vous est proposée en délibération a pour but de fixer les détails du parc instrumental acquis par l'association
et elle définit en plus les conditions d'utilisation afin d'évoquer aussi le devenir de ces instruments qui est prévu pour la durée de 6 ans. Donc, je vous demande d'autoriser Madame le maire à signer la convention de partenariat jointe. Merci Jean-Claude. Y a-t-il des questions? Eh bien, je vous propose donc au vote cette... Oui, pardon. Sylvie. Oui, un tout petit complément à la présentation presque exhaustive de Jean-Claude. Il y a aussi une implication très très forte des enseignants. En fait, pour construire ce projet, ça nous a bien pris 6 mois. Parce qu'il faut aussi construire pour l'enseignant, parce que c'est l'enseignant qui pourra être amené à suivre ses enfants pendant ces 3 ans. Il faudra que la classe reste en partie constituée de cette manière-là. Enfin, voilà. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, le partenariat, c'est les parents qui devront aussi s'assurer de l'entretien de l'instrument, parce qu'il y a aussi des obligations d'entretien, de respect de l'instrument, enfin, toutes ces choses-là, des enseignants et bien sûr des enfants qui, je pense, avant tout, y prendront du plaisir. Merci. Jean-Claude? Oui, tu as bien fait de préciser la situation, parce que moi j'ai évoqué 6 professeurs, mais c'est les 6 professeurs de l'école de musique, ce ne sont pas les professeurs des écoles. Et c'est bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un ensemble de partenariats, écoles, collectivités, ministère de la DRAC, qui vont apporter l'orchestre à l'école, qui feront qu'il y aura un suivi relativement important. Mais c'est important de signaler que les écoles sont bien impliquées dedans. S'il n'y a pas d'autres remarques, je vais donc mettre aux voix cette délibération. Y a-t-il des votes contre? Abstention? Je vous remercie. Délibération suivante, Jean-Claude Marceau, convention de partenariat avec le pôle d'enseignement supérieur musique et danse de Bordeaux-Aquitaine et la ville de Blanquefort. Oui, déjà depuis quelques années, nous accueillons justement ce pôle d'enseignement supérieur musique et danse qui fonctionne très bien. Et donc, il s'agit de reconduire une nouvelle expérience, un nouveau travail avec des nouveaux étudiants dans le cadre de leur formation d'élèves. Ces écoles permettront d'accueillir, en particulier pour les classes maternelles, ces élèves qui viendront faire des applications sous forme de projets pédagogiques sur plusieurs séances. Et donc, c'est tout à fait intéressant pour nous, pour les élèves stagiaires, mais aussi les élèves de nos écoles, pour la découverte et les apprentissages de la danse. Et d'autre part, cela permettra également à l'école de musique et de danse de pouvoir contribuer aussi à l'accueil de ces professeurs, ces futurs professeurs ou enseignants d'école de musique. Et donc voilà, c'est une expérience qui se prolonge et qui est déjà une belle réussite à l'État de Bordeaux Métropole, puisqu'on a beaucoup de structures qui coopèrent à cette opération. Donc il s'agit de signer la convention valable jusqu'au 13 juin 2025. Y a-t-il des demandes de parole? Non. Je voudrais vraiment souligner à travers ces 2 délibérations la chance qu'ont aujourd'hui les enfants qui sont scolarisés dans les écoles de Blanquefort, de pouvoir avoir cet apprentissage de la musique très tôt et avec une approche de l'instrument qui ne soit pas, comme à une certaine époque, uniquement le pipeau, mais aujourd'hui avec de véritables instruments d'orchestre. Et c'est vraiment une chance et j'en suis personnellement très très heureux. Je vais mettre cette délibération aux voix. Donc, y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Délibération suivante, à nouveau Jean-Claude Marceau, convention de partenariat entre l'association Unicité et la ville de Blanquefort. Oui, ce sont des initiatives qui vont concerner quand même pas que les jeunes, mais aussi, je pense, des adultes. Et bien entendu, on va essayer de travailler plus particulièrement pour la jeunesse. C'est de la prévention. Donc l'association Unicité, qui travaille déjà sur Bordeaux Métropole, développe des projets d'ambassadeurs, ambassadrices de vélo, sur le vélo. Donc cet objectif est d'inciter les habitants de la métropole à limiter l'usage de la voiture
Et c'est élargir à d'autres mobilités douces, en particulier le vélo pour nous, ou la marche, ou d'autres moyens de locomotion, moins que sur la voie publique. Donc c'est un travail pour pouvoir apaiser la circulation, avoir une meilleure économie de l'espace public, par rapport aux chaussées par exemple, un gain de santé publique. Si on marche, si on fait du sport, c'est aussi bon pour la santé. Et donc la ville souhaite s'associer à ce partenariat pour renforcer la sensibilisation avec ses mobilités et l'utilisation du vélo en particulier sur tout le territoire. Et bien entendu que la ville va pouvoir accueillir dès le mois de novembre au pôle jeunesse de Fontgravé 4 jeunes en emploi civique 2 jours par semaine. Donc il y aura des ateliers, il y aura des projets qui vont être menés, des animations pour les enfants, pour les jeunes, etc. Bien entendu, les adultes aussi, ce ne sera pas réservé qu'à tout le monde sera impliqué. Donc il s'agira d'accompagner ce développement et la convention précise donc les modalités d'accueil des jeunes volontaires dans l'organisation et les moyens nécessaires. Merci. Y a-t-il des questions ? S'il n'y en a pas, je vais proposer donc cette délibération au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Cette délibération est votée à l'unanimité. Délibération suivante, avenant à la convention de partenariat avec le collectif Programme d'action culturelle et artistique partagé et notre commune. Jean-Claude Marceau. Donc cette association PACAP, ce collectif fonctionne déjà depuis plusieurs années, mais donc on est déjà partenaire. Donc cet avenant devrait nous demander d'adhérer pour 166 € à ce budget prévisionnel revu pour le financement de la coordination de ce collectif. Bien entendu, je rappellerai simplement que ce collectif qui concerne beaucoup de structures musique, etc., classiques sur la métropole, d'écoles, et aussi à Blanquefort de l'ABCS. Donc cette association, cette structure touche près de 9000 personnes. Il faut pas, c'est pas négligeable, ce sont des élèves, les pédagogues, les professionnels et les publics qui contribuent à cette dynamique dans le cadre des masterclass ou concerts, des conférences de l'histoire de la musique, des stages thématiques spécifiques, des scènes ouvertes et la création de spectacles originaux. Donc encore une belle réalisation à Blanquefort. Merci. Y a-t-il des questions ? Je propose donc cette délibération aux voix. Y a-t-il des votes contre ? Abstention ? Merci. Cette délibération est votée à l'unanimité. Avenant à la convention d'objectifs et de partenariat pour les établissements de la petite enfance entre la Caisse d'allocation familiale et notre ville, Sylvie César-Brunet. Des sous. Donc en fait, la CAF donc finance en partie l'accueil des 0-3 ans sur la commune de Blanquefort, enfin 0-3 ans, enfin en tout cas les enfants qui sont accueillis dans des crèches ou apparentés. Pour cela, il y a donc une convention qui est signée et la CNAV a décidé donc d'ouvrir dans sa convention d'objectifs de sa gestion la branche famille, à de nouveaux engagements, à de nouveaux dispositifs. Ces dispositifs sont donc repris et donc se convertissent en aides, que ce soit des aides pour la formation pédagogique, des aides pour des heures de préparation, mais aussi des financements de bonus pour l'accueil, par exemple, de nouveaux enfants. Et donc, pour pouvoir bénéficier et travailler dans le cadre de ce nouveau cadre, c'est le cas de le dire, nous vous demandons donc l'autorisation de signer les avenants pour que l'on puisse donc les intégrer dans les dispositifs de nos 3 crèches d'accueil. Y a-t-il des questions ? Je propose donc que nous votions cette délibération. Y a-t-il des votes contre ? Abstention ? Je vous remercie. Cette délibération est adoptée à l'unanimité. La délibération suivante est une délibération assez classique et technique. Comme vous le savez, donc Régaz est actuellement notre concessionnaire de services publics pour la distribution du gaz naturel. Il y a un certain nombre d'équipements qui ont été réalisés sur la commune qui nécessitent une protection et en particulier une protection contre la corrosion. Donc ces protections se font par
des systèmes techniques qui doivent s'implanter sur le domaine public. En l'occurrence, pour ce qui concerne cette délibération, c'est sur le parc de Cambon. Et donc, il vous est demandé d'autoriser Madame le maire à signer cette convention d'occupation du domaine public avec donc la société Régaz. La présente convention est bien évidemment consentie à titre gratuit, puisque là, ça fait partie des obligations du distributeur, du concessionnaire, mais aussi de nos propres obligations. Y a-t-il des questions? Sinon, je propose donc que cette délibération vote contre, vote pour, cette délibération, pardon, vote pour, excusez-moi, abstention, il n'y en a pas. Donc, cette délibération est adoptée à l'unanimité. Deuxième convention, là aussi technique, de servitude dans le cadre du raccordement électrique, donc sur la parcelle CI 0336. Donc là, c'est avec Enedis régulièrement, nous avons des conventionnements pour des passages de câbles dans le cadre de l'alimentation de nouvelles résidences ou de nouvelles constructions. Et donc là, en l'occurrence, il s'agit d'une convention de servitude dans le cadre des travaux d'amélioration de la qualité de desserte et d'alimentation du réseau électrique de distribution publique, donc sur notre commune. Et là, c'est une convention d'indemnité unique et forfaitaire de 10 €. S'il n'y a pas de questions, je vous propose donc de voter cette délibération. Donc, vote contre, abstention, je vous remercie. Cette délibération est donc adoptée. Délibération suivante, Valérie Carpentier. Il s'agit de la cession de la parcelle CA5P au profit du CIVOM du Haut-Médoc, donc qui est un CIVOM qui réalise pour nous les repas de nos enfants. Oui, tout à fait. Et j'espère que c'est la dernière fois que je présente une délibération pour le CIVOM et que ça va pouvoir être vendu assez vite, parce que c'est quand même la deuxième modification qui complète celle qui a été présentée en septembre 2023. Celle de septembre 2023 concernant le changement du cahier des charges de la zone industrielle qui datait de 63 et qui interdisait toute division du terrain. La réactualisation du prix de cession sur la base d'un nouvel avis des domaines pour un montant de 216 500 €. Cette délibération aujourd'hui modificative intègre un paragraphe transmis par notre notaire qu'il est important de notifier pour lui permettre de faire signer l'acte de renonciation des droits de propriété de la commune sur le bâtiment de la cuisine centrale. En effet, la commune a autorisé le CIVOM à édifier des constructions sur le terrain à détacher, objet de la vente, sans que le CIVOM en soit encore propriétaire. En y consentant, elle entendait renoncer à la propriété des constructions à édifier par le CIVOM en sa qualité de propriétaire du terrain. C'est une régularisation qui est nécessaire pour la vente du foncier. Pour que la ville puisse signer la vente du terrain, il faut qu'elle signe un acte de renonciation du bâti. Il vous est demandé donc de donner votre accord sur la cession de cette parcelle au profit du CIVOM au prix de 216 500 € avec constitution de servitude de passage et de réseau au profit de la commune et d'autoriser Madame le maire à signer tous les actes. Vous avez joint à cette délibération le plan de situation, de localisation, ainsi que l'avis des domaines qui n'a pas changé depuis juin 2023. Merci. Merci. Y a-t-il des questions? Donc je propose de mettre cette délibération au vote. Y a-t-il des avis contre? Abstention? Je vous remercie. Cette délibération est adoptée. Délibération suivante, il s'agit de la démarche d'évaluation du plan local d'urbanisme PLU 3 en 1. Et donc, il est sollicité un avis de la commune. En effet, donc, par délibération du 12 avril 2024, le Conseil métropolitain a lancé la démarche d'évaluation du plan local d'urbanisme intercommunal 3.1. Cette évaluation se base sur les 6 dernières années, de 2016 à 2022, qui s'inscrit dans une démarche globale de révision du PLU 3.1. Sur la base d'une série d'indicateurs définis créés, 75 environ, Bordeaux Métropole a réalisé une analyse qui est jointe en annexe autour de 6 grandes thématiques: l'habitat et la démographie, la consommation des sols et l'optimisation foncière, la nature et l'agriculture, l'environnement, les mobilités, et enfin l'économie et le commerce. L'analyse des résultats après l'avis des communes membres donnera lieu dans un second temps
à une délibération du Conseil de la métropole sur l'opportunité de réviser le plan local d'urbanisme et de le faire évoluer. Aussi, il vous est proposé de prendre acte du débat sur l'analyse des résultats de l'application du PLU 3.1 transmise par Bordeaux Métropole et d'émettre un avis favorable sur l'analyse qui ressort des résultats de cette application. Merci. Y a-t-il des demandes de précision sur cette délibération? Marc-François? Pas de précision, mais juste une observation à l'examen du document, très complet, très long. J'ai noté que nous avions une augmentation régulière de notre pourcentage de logements conventionnés par rapport à l'ensemble du potentiel de logement, puisque nous sommes passés de 25,86%, qui était à peu près le taux depuis un certain nombre d'années sur la commune en 2021, à 26,43 en 2021 et 27,71 en 2022, ce qui nous met au-dessus de la commune de Bègles. Bon, je n'ai pas d'observation particulière à faire là-dessus, mais je trouve que ce pourcentage de logements conventionnés augmente beaucoup, peut-être parce que le privé n'en fait pas suffisamment, je ne sais pas, je n'ai pas d'explication, mais on approche des 30%. Simple observation. Merci. Pas de commentaire, Valérie? Pardon, oui. En effet, bon, c'est peut-être une remarque de cette période-là, on va dire, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, même depuis le Covid, on remarque qu'il n'y a plus du tout ou moins de construction. Ça va vraiment stagner. Certains bailleurs vendent certains logements donc, qui sont en locatif, parce que c'est des logements donc, qui sont assez vieillissants, comme Domo France ou même aussi Claircienne ou Villogia. Pour certains biens, ils les vendent quand on a déjà, ils ont déjà le quota, on va dire. Mais donc on s'aperçoit que le pourcentage, malgré tout, peut baisser rapidement, parce qu'évidemment que la construction aujourd'hui est très au ralenti et qu'il n'y a pas tellement de logements aujourd'hui, social. Non, je pense juste que c'est un ratio qui est à regarder de manière attentive dans les années qui viennent pour ne pas se laisser déborder non plus par rapport à l'équilibre qui est le nôtre depuis 20 ans en termes de logements conventionnés. J'ai tout à fait conscience qu'il en faut. C'est pas un problème c'est pas un jugement, mais je trouve que l'équilibre doit être maintenu avec attention. D'accord. Patrick Blanc. Oui, juste pour préciser, c'est une évolution qu'on avait un peu programmée pour se prémunir justement des futures constructions qui n'auront plus lieu que sur des terrains privés, avec donc une diminution du taux de logements sociaux sur ces terrains privés. Donc c'est pour, dans les années futures, tourner toujours autour de 25%. Bien, s'il n'y a pas d'autres remarques et pour laisser Madame le maire s'installer, je vais proposer au vote la délibération. Donc, y a-t-il des votes contre? Abstention? Je vous remercie. Et donc, la délibération suivante sera sur la ZFE, Madame. Eh bien, ça tombe bien, je suis arrivée pile poil au bon moment. Bonjour à toutes et à tous. Désolée, comme l'an dernier, la réunion parents-prof de terminale tombe le soir du conseil municipal. Donc il a fallu le temps de parler prise de notes, contrôle continu et Parcoursup. Les parents sont toujours ravis de ce genre de choses. Merci beaucoup Bruno d'avoir accepté. J'ai des collègues sympas au conseil municipal et sympas au lycée, donc c'est bien. On peut se débrouiller avec tout ça. Sur la ZFE en 2 mots. Donc il s'agit, vous savez, d'une zone à faible émission. Alors vous avez dû en entendre parler parce que ça fait plusieurs mois, j'ai presque envie de dire années, que la métropole y travaille, puisque la loi climat et résilience demande à une métropole de notre taille de mettre en place la ZFE à partir du 1er janvier 25. Ce pourquoi il y a un avis du conseil municipal qui est requis aujourd'hui. Alors il y a eu tout un tas de réunions, de concertations un peu partout sur la métropole, pour en arriver à la proposition suivante. Au 1er janvier 25, ce qui est proposé en périmètre, c'est de faire une ZFE intra-rocade
La rocade est exclue, donc c'est vraiment de l'intra-rocade. À l'intérieur de cette rocade, les véhicules non classés, vous savez, dans les vignettes de critères, donc c'est ceux qui sont non classés, en fait, tout bêtement. Dans les critères, à partir du 1er janvier, ne seront plus autorisés à circuler à l'intérieur de ce périmètre. Pourquoi le choix de ce périmètre? Pour plusieurs raisons. D'abord, il y a eu des études en termes d'émissions de gaz à effet de serre qui ont été faites et sur les questions de pollution, puisque la ZFE est avant tout une réponse à la question des pollutions dans les métropoles. L'intra-rocade, comme c'est plus dense, forcément, il y a plus d'émissions de véhicules que sur l'extra-rocade. Il y a eu de grands débats autour de la question de la justice sociale également. Autour de la question de la justice sociale, parce que changer de véhicule, c'est un coût. C'est un coût pour une foyer. Donc il y a eu beaucoup de débats là-dessus, d'où la question au 1er janvier 25, entre la question de la justice sociale et du fait que, en termes de pollution, finalement, la métropole bordelaise, alors, je ne vais pas dire qu'elle n'est pas polluée, parce que ça ne serait pas vrai, mais elle est dans des normes qui sont tout à fait acceptables. C'est pour ça qu'il est proposé uniquement, dans un premier temps, mais en tout cas, la délibération pour l'instant ne porte que là-dessus, sur les non classés. À noter pour autant, pour les propriétaires de véhicules non classés, qu'ils pourront, sur certaines conditions et à certains moments, rentrer dans la ZFE. Alors attention, une ZFE, c'est 24 heures sur 24, 365 jours par an. Ce n'est pas uniquement pendant la période des pics de pollution. D'accord? Donc c'est vraiment à partir du 1er janvier. Pour autant, il y a un certain nombre de dérogations qui sont données. Par exemple, quand on arrive sur la rocade et que l'on veut rentrer dans Bordeaux, il faut quand même pouvoir laisser sa voiture. C'est pour ça qu'en annexe, vous avez une liste de routes qui permettent d'aller en fait à des parcs relais qui sont à l'intérieur de la rocade, comme par exemple les plus proches de nous, ça va être le parc relais de l'hippodrome, par exemple, ou encore celui de Bruges, aussi à Terfort, où on peut rentrer uniquement pour pouvoir aller se garer dans le parc relais. Et il y a un certain nombre de dérogations qui sont prévues. Par exemple, vous avez... je vais prendre le pire, vous avez un besoin médical, vous avez besoin de vous rendre à Pellegrin. Pellegrin est en intra-rocade, vous avez la possibilité d'avoir des dérogations, avec notamment un pass 24 jours possible sur la ZFE. Nous vous proposons donc d'émettre un avis sur cette délibération qui concerne la métropole. Monsieur François, je vous en prie. Merci Madame le maire. Non, juste un rappel pour relativiser. Les véhicules non classés sont des véhicules qui sont immatriculés avant 1997. Donc des véhicules de plus de 25 ans et des poids lourds avant 2001. Donc ça concerne certainement des véhicules, mais bon, ça permet de relativiser. Ouais, je ne vous cache pas qu'effectivement, tout le débat qu'il y a eu à la métropole lors des réunions publiques, les réunions de travail, les copiles, les cotec, les je sais plus quoi, tournait bien évidemment autour de cela. Pour autant, je rappelle que la métropole a prévu également, j'ai oublié de le dire, et pourtant c'est financier, a prévu une possibilité d'aide au changement de véhicule pour les propriétaires métropolitains. Donc, je sais qu'il n'y a pas que des métropolitains qui rentrent en intra-rocade, mais ce n'est pas pour tous les Girondins. La métropole ne peut travailler que sur le périmètre sur lequel elle a autorité, une aide financière pour pouvoir aider à changer de véhicule. Je ne me rappelle plus, j'ai un trou, parce qu'il y avait eu un calcul qui avait été fait sur le nombre de véhicules métropolitains qui étaient concernés dans les véhicules non classés. En valeur absolue, c'est vraiment peanuts. J'ai plus le chiffre en tête, je ne sais pas si tu te rappelles. J'ai plus le chiffre en tête, mais en valeur absolue, c'est quelque chose qui est marginal. Donc, a priori, pour nos Blanquefortais, quelques-uns sont peut-être propriétaires d'un véhicule non classé, mais ils vont être effectivement très très peu nombreux à être impactés par cette mesure. Je regarde s'il y a d'autres demandes d'intervention, je vous en prie. Non, mais il faudra
Il faudrait peut-être conseiller au département, s'il trouve quelque argent, d'adopter la même procédure que le Bordeaux Métropole sur son territoire, sur le reste du département. Je relèverai la partie de la phrase s'il trouve quelque argent. Monsieur Bonneau. Oui, bonsoir à tous. Donc finalement, c'était beaucoup de réunions, vous dites, beaucoup de COTEC, COPIL, et sûrement une certaine structure qui va être mise en place pour suivre tout ça, son efficacité, etc., pour très peu de véhicules. Donc en termes de retour sur investissement, c'est un peu du bullshit quand même, j'ai l'impression. Alors l'intérêt, Monsieur Bonneau, c'est que justement, il n'y a pas d'investissement. C'est la VPO Finance qui parle. Effectivement, il n'y a pas d'investissement. L'idée sur la ZFE, il ne faut pas rêver. L'idée sur la ZFE, c'est d'y aller effectivement pas à pas. C'est d'y aller pas à pas et de faire en sorte que on renouvelle tous nos voitures de plus en plus. Il y a un renouvellement naturel qui se fait. Le classement, il commence au critère 5. Donc les critères 5, c'est les véhicules qui ont entre 20 et 25 ans pour rester sur les véhicules légers. Je ne parle pas des utilitaires, et autres. Mais en règle générale, une voiture qui est entre 20 et 25 ans, parfois elle roule bien, hein, c'est pas effectivement le problème. Mais pour autant, on s'en sépare pas. Ben là, forcément, il faudra se poser la question. Dans les discussions que l'on avait eues, je voudrais quand même relever une chose. Si on était monté plus haut dans les critères, par exemple, interdire à toute voiture, c'était posé la question à un moment, critère 3. Donc, interdire les voitures, critères 4 et 5. Ça veut dire que, à titre personnel, ça fait pas très longtemps que j'ai changé, mais au moment des grandes discussions, je faisais partie des gens concernés. Bon, j'ai l'habitude d'avoir des voitures d'un certain âge, qui ont un certain nombre de kilomètres, mais qui roulent très très bien. Et du coup, si on doit s'en séparer, l'aide de l'État et l'aide de la métropole derrière ne valaient, non pas si on vendait la voiture, mais que si la voiture partait à la casse. Alors, honnêtement, en termes écologiques, puisque la vraie question, elle est là, en termes écologiques, est-ce qu'il faut en même temps, dans le même moment, je veux dire, mettre là, on est sur quelques milliers, pas beaucoup, mais quand même, quelques milliers de véhicules en même temps à la casse, alors que ce sont des véhicules qui roulent sans problème particulier, ou au contraire laisser se faire le renouvellement naturel, sachant qu'avec toutes les aides diverses et variées qui peuvent exister aujourd'hui, les gens, quand ils le peuvent, parce que c'est un coût forcément, les gens, quand ils le peuvent, ont tendance à se tourner aujourd'hui vers des voitures critères 2, voire 1, ou alors totalement électrique. Donc là, c'est le critère 0. On dit 0, c'est ça. Là, c'est effectivement le critère 0. Mais moi j'avoue que dans toutes les discussions que l'on a pu avoir à la métropole, je me suis posé la question du nombre de voitures qui allaient partir à la casse en même temps. Et que donc, je n'aurais pas aimé qu'on vende, je vais oser le dire, que je n'aurais pas aimé non plus qu'on se débarrasse pour vendre, par exemple, sur un autre continent, au sud, un autre continent qui les aurait achetés plus facilement, où on se serait dit qu'après tout, sur l'autre continent, c'est pas si grave si on pollue. Voilà, c'est pas non plus une démarche que je trouvais très, 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 très vertueuse. Voilà. Donc j'avoue que j'ai fait partie des gens qui ont milité pour cette proposition. Je n'étais pas la seule. J'étais pas la seule. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques? Monsieur Léoufre. Oui. Est-ce que la gendarmerie et la police municipale sera suffisamment cool en janvier 2025, vu le nombre de petit nombre de véhicules avec la vignette, puisqu'à partir de janvier 2025, sans vignette, on ne rentre pas dans Bordeaux? Alors, je te demande d'éteindre ton micro. Merci. Alors, je rappelle qu'il n'y a pas d'interdiction de circuler sur Blanquefort. Donc la police municipale de Blanquefort en elle-même n'est pas particulièrement concernée. Après, effectivement, nous devons avoir affiché le critère de la voiture. Le critère de la voiture, comme à une époque il fallait afficher l'assurance verte, maintenant on n'est plus obligé de l'afficher. C'est 2,50 €. J'ai envie de dire qu'entre payer 2,50 € la vignette
et changer de voiture l'un dans l'autre. Après, je vais être très clair, la gendarmerie, moi je ne sais pas ce qu'elle va faire, je ne suis pas le préfet, donc... Après, je ne donnerai pas un ordre à la PM de ne pas appliquer la loi. Parce qu'en tant que... Voilà, ça, je ne peux pas demander à la PM, effectivement, de ne pas appliquer la loi. Après, je répète, 2,50 € contre le changement de voiture. Perso, je vote pour le 2,50 €. Hein. On va être très clair là-dessus. Je veux rester clair. Il y a peu de monde qui sait être dans l'obligation d'avoir une vignette. Il n'y a qu'à se promener. Et quand on dit que ça ne concerne que Bordeaux, malheureusement, il y a beaucoup d'hôpitaux dans Bordeaux et les gens de l'extérieur viennent aussi dans Bordeaux, ne serait-ce que pour aller à l'hôpital. Oui, ce qui n'a rien à voir avec la ZFE, puisqu'on a dit que tout le monde pouvait y rentrer, notamment pour cette idée-là. Quant au fait que nul n'est censé ignorer la loi. En plus court. Donc c'est utile de le rappeler. Oh, j'imagine que les médias s'y mettront entre le chapon et la préparation et la préparation du premier de l'an. Après, en règle générale, les gens sont plutôt cool les 3 ou 4 janvier. En revanche, je vais être honnête, quand au bout de 6 mois ou 1 an, un conducteur dit à l'APM « je ne suis pas au courant » et que l'APM le verbalise quand même, je soutiens l'action de l'APM. Je le dis, je le dis sincèrement. Voilà. Sur la délibération, est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres remarques ? Est-ce que je peux donc la mettre aux voix? Donc je vous rappelle, on a un vote là-dessus? Oui, bien sûr, il faut donner un avis. Donc je vous rappelle que la délibération vous propose d'émettre un avis favorable à la proposition. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? C'est bien noté. C'est bien noté aussi. Adopté par ailleurs. Et on va changer. Jusque-là, on avait parlé voiture. Maintenant, nous allons parler avion. Alors, monsieur Faregnaud, qu'est-ce qui se passe avec l'aéroport? Alors, ce qui se passe, c'est que depuis un certain nombre d'années, donc dans le cadre du développement de l'aéroport, se posent progressivement 3 problèmes assez importants. Le premier, c'est l'abandon ou pas de la piste séquente. Vous savez que l'aéroport de Bordeaux a la particularité d'avoir 2 pistes, une nord-sud et en gros et une est-ouest. Donc la piste 11-29 qui était la première piste qui avait été construite, donc celle qui est aujourd'hui séquente et piste secondaire, et une piste donc qui a été construite par la suite, donc la 05-23. Les 2 pistes sont des sources de nuisances sonores extrêmement importantes pour les populations. Alors, un peu plus la piste principale, la 05-23, puisqu'elle fonctionne avec l'essentiel des flux, mais également la piste séquente, en tout cas pour les habitants Martignas, Pessac, Talence et une partie de Mérignac, elle l'est aussi. Et donc, aujourd'hui, il y a tout un débat par rapport au deuxième problème, qui est le développement rapide de l'aéroport de Bordeaux, puisque avant le Covid, en gros, on était à peu près à 7,7 millions de voyageurs. Cette année, enfin l'année dernière, ils ont atteint les 6,6 millions, c'est-à-dire qu'ils ont remonté à peu près, après une chute extrêmement importante pendant le Covid, ils ont remonté, ils vont bientôt atteindre, je pense en 2024, voire dépasser les chiffres de 2019. Et la perspective de développement de l'aéroport, c'est de passer aux alentours de 17 millions de passagers, ce qui bien évidemment va impliquer une gestion différente des pistes et en tout état de cause un certain nombre, la nécessité d'un autre type d'entretien de celle existante. Donc, deuxième problème. Et troisième problème, nous sommes un des rares aéroports français à avoir encore des vols de nuit
donc entre minuit et 5 heures du matin. Donc ces 3 problèmes récurrents ont fait l'objet de mouvements de colère de la part des populations concernées et la question de la piste séquente est revenue récemment dans le cadre de discussions entre la Direction générale de l'aviation civile, l'aéroport et donc les communes concernées. Donc par rapport à ça, le ministre en charge des Transports en 2024, début 2024, a demandé donc en janvier 2024 à l'Inspection générale de l'environnement et du développement durable de réaliser une analyse sur la base de tous les documents existants et qui avaient été communiqués donc par les principales administrations concernées et les études réalisées par l'aéroport, a demandé donc de faire un point sur les nuisances, sur la nécessité ou pas de supprimer la piste séquente et sur les perspectives de développement de l'aéroport et la capacité de l'aéroport à réussir son développement à cette hauteur-là surtout. Et donc les conclusions sont quand même assez intéressantes pour nous, pour les populations concernées, puisque même si Blanquefort n'est pas dans les communes référencées aujourd'hui, qui sont essentiellement Le Haillan, Bruges, Mérignac, Saint-Jean-d'Illac et Ézines, mais on est concerné et on sera concerné par un éventuel développement à la hauteur qu'envisage l'aéroport, et surtout si il envisageait une deuxième piste nord-sud qui là forcément changerait les circuits d'atterrissage et concernerait directement notre commune. Alors donc à partir des analyses, il y a eu 6 points qui ont été traités. Un premier point qui était sur les conditions d'exploitation. Aujourd'hui, et donc quelle utilité pour la piste séquente. L'inspection générale confirme l'utilité d'avoir une piste séquente, non seulement par rapport aux perspectives d'entretien de la piste principale, et donc dans ces cas-là, il faut faire un délestage sur la piste séquente. Deuxième élément, sur lesquels les pilotes eux-mêmes se sont prononcés à plusieurs reprises, c'est que lorsqu'il y a des vents dominants en provenance de l'océan, il est extrêmement dangereux de faire certains atterrissages, et donc la piste séquente, elle le permet, puisque à ce moment-là, on fait des atterrissages contre le vent. Le deuxième volet, c'est le volet travaux et entretien. Donc celui-là, il a confirmé effectivement que par rapport aux perspectives de travaux et de développement de l'aéroport, il n'était pas évident qu'il puisse se réaliser dans des conditions correctes sans cette piste séquente. Notamment, il y a le projet d'un nouveau taxiway qui n'est pas du tout évident de construire dans ces conditions actuelles. Le rapport aussi est revenu sur le positionnement de l'ensemble des communes rencontrées, bien évidemment, par rapport à tous les constats qui ont pu être faits sur le niveau de pollution sonore et les dangers par rapport à la santé. Il y a également des enjeux environnementaux. Et les enjeux environnementaux, ils portent aussi bien sur le fait qu'il y a des zones humides dans les terrains sur lesquels est envisagé le développement de l'aéroport, mais il y a aussi une biodiversité présente à la fois en termes de plantes et en termes animaux. Il y a aussi des corridors écologiques. Et là-dessus, l'inspection générale a été relativement claire en disant, par rapport aux projets tels qu'ils sont décrits par l'aéroport, il nous semblerait très compliqué qu'il passe le niveau des études environnementales. Donc, en fait, l'ensemble de ces travaux va plutôt dans le sens quand même d'un maintien pour le moment de la piste séquente, d'une réflexion, il est demandé quand même à l'aéroport, une réflexion sur les chiffres qu'il envisage en termes de développement. Et puis, bien évidemment, ils ne se sont pas prononcés directement pour l'abandon du trafic aérien de nuit. Néanmoins, ils l'ont quand même inclus dans le rapport, dans la mesure où il a été très fortement exprimé par les populations, et donc au titre des nuisances sonores, au titre aussi du fait qu'on est un des derniers aéroports à l'avoir, ces vols de nuit, bien évidemment, il est très important qu'on puisse résoudre ce problème assez rapidement. Compte tenu donc de ce travail qui a été mené, le préfet de Gironde et de région, le 2 septembre dernier, nous a demandé un avis pour la fin du mois.
Et donc, cet avis, c'est sur le rapport et sur les conclusions du rapport. Et donc, il est proposé d'émettre un avis favorable, mais aussi de maintenir, donc sur l'ensemble des conclusions qui ont été présentées par l'inspection générale, mais aussi de continuer à défendre le maintien de la piste secondaire dans la mesure où tous les arguments aujourd'hui ont été confortés, les arguments que nous avions, nous, en tant que population, ont été confortés par l'étude, et aussi de continuer à défendre la suppression des vols de nuit dans des délais qui soient quand même raisonnables et rapides. Merci beaucoup. Alors là, j'imagine que ça va faire causer les avions. Je t'en prie, Manuel. Bonsoir à tous. Merci pour cette présentation. Alors, plusieurs réflexions sur la délibération qui nous est proposée. Si je reprends les conclusions de la délibération. Tout d'abord sur le devenir de la piste séquente. Alors c'est vrai que ce rapport qui nous est présenté là est l'exact contraire de ce qui nous a été présenté il y a quelque temps, pour la raison pour laquelle le conseil municipal avait déposé une motion. Donc c'est vrai que c'est très technique, voilà, on a envie de dire, bon, bah, c'est très bien, s'il y a eu un nouveau rapport, on peut suivre ces conclusions-là. C'est vrai que moi, je ne me sens pas compétente pour dire si c'est juste ou pas. Je pense que c'est avant tout un dossier, par contre, politique, c'est-à-dire que chaque commune va avoir intérêt à défendre l'intérêt de ses habitants, donc c'est plutôt ma première réflexion. La deuxième réflexion sur les vols de nuit, moi je crois que ça fait consensus dans toutes les communes, donc je pense que c'est un combat qu'on peut tous mener à l'échelle métropolitaine et peut-être même départementale. Après sur le fait de limiter le trafic aérien, alors là c'est un sujet qui me paraît assez complexe. Parce qu'il y a un sujet d'attractivité de la métropole, tout un écosystème économique, mais je comprends également qu'il y a des populations qui subissent des nuisances et que ça risque d'être compliqué. Donc ça mérite quand même un débat de fond plus large que ce simple rapport, avec des données beaucoup plus précises sur l'impact que ça aurait et quel est quelque part le seuil entre notre activité économique et le seuil trop important de nuisance. Donc ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, j'ai pas les éléments pour dire que c'est une bonne chose. Je pense que c'est un débat qui mérite d'être posé, mais se prononcer aujourd'hui me paraît prématuré. Et enfin, moi, je voulais attirer votre attention sur un sujet. J'avais posé la question en commission réunie de savoir pourquoi la commune de Blanquefort posait cet avis. On demandait l'avis à la commune de Blanquefort puisqu'elle ne fait pas partie des communes citées dans le rapport par le couloir aérien. Et vous m'aviez répondu, M. Farigno, que vous faites partie des groupes de travail aéroport et que vraisemblablement la commune pourrait un jour être listée dans ces communes impactées par le couloir aérien. Alors moi j'ai mis juste des alertes, c'est-à-dire que une fois que la commune ou certains quartiers, je ne sais pas exactement comment ça, techniquement cela se présente, sera listé dans ce périmètre, il va y avoir une faute d'évaluation des biens immobiliers des habitants. Donc il faut quand même mesurer le pour et le contre entre les nuisances et la dévalorisation des biens, parce qu'il y a quand même un vrai sujet derrière pour les habitants. Donc je pense qu'avant de prendre cette décision, que la commune de Blanquefort soit listée parmi les communes, je pense que ça serait bien de savoir combien d'habitants sont impactés par les nuisances aujourd'hui. Je pense que ça mériterait quand même qu'on ait plus d'informations avant d'embarquer la commune. Je comprends sur des notions écologiques, nuisances, mais il faut quand même savoir combien d'habitants cela concerne. Parce qu'on a tous des impressions, on a discuté avec des collègues en commission réunie qui nous ont dit oui, moi je les entends, mais est-ce que c'est si grave pour intégrer ce périmètre de bruit, de nuisance de l'aéroport par rapport aux impacts que cela pourrait avoir sur les biens immobiliers. Voilà, c'était mes quelques réflexions à ce stade. Sur cette délibération, c'est la raison pour laquelle, comme il y a des parties de cette délibération pour lesquelles nous sommes pour et d'autres plus ou moins réservées, nous allons nous abstenir. Merci. Merci. Peut-être un élément, ça ne vous gêne pas, Monsieur Bonneau? De toute façon, on laissera le rapporteur finir en dernier. Alors moi, je voudrais apporter un témoignage. Ça fait 12 ans que je suis maire. Il y a 12 ans, jamais personne ne me parlait du bruit des avions à Blanquefort. Ça fait
3-4 ans, 2-3, je n'ai pas une date précise, mais voilà, que effectivement, je reçois des messages me parlant des nuisances sonores des avions à Blanquefort. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Une seule chose, l'augmentation du trafic. Une seule chose, l'augmentation du trafic, qui est de plus en plus importante. Pourquoi? Parce que nous avons un aéroport qui attire beaucoup les vols low cost, notamment par l'autorisation rare des vols de nuit. Et donc, ça permet effectivement de caser un certain nombre de vols. Pourquoi ceci arrive à l'ordre du jour du conseil municipal? Parce que c'est une demande du préfet. Voilà. C'est tout bêtement une demande du préfet. Et sur la question des couloirs aériens, Blanquefort n'y est pas. C'est pas la ville qui demande à y être. C'est-à-dire qu'il y a des études de bruit qui se font de façon récurrente. Je ne connais pas la récurrence. Il y a des études de bruit qui se font de façon récurrente, qui constatent une augmentation du bruit sur Blanquefort, donc qui viennent en fait corroborer le sentiment d'un certain nombre d'habitants. Alors évidemment, il y en a qui habitent dans certains quartiers qui m'en parlent jamais. Ceux qui habitent plus en fait vers l'est m'en parlent effectivement plus souvent. Et c'est lié effectivement à la question de l'augmentation du trafic. Que le trafic augmente à l'aéroport, à titre perso, moi j'ai rien contre. Ça fait partie d'une activité économique. Je vais peut-être en choquer quelques-uns, mais je vais le dire aussi, les vols low cost, ça ne me dramatise pas non plus. Si on parle personnellement, quand j'étais jeune, c'est-à-dire au siècle dernier, voyager, c'était cher. J'ai dû attendre d'avoir un âge vénérable, et les sous qui allaient avec, pour pouvoir voyager. Aujourd'hui, la génération de mes enfants, voyage beaucoup plus facilement parce qu'effectivement, on peut se déplacer, au moins en Europe. Alors, je ne parle pas de forcément aller à l'autre bout du monde, hein, mais au moins dans les grandes villes européennes, rapidement et pas cher. Et je fais partie des gens qui pensent que voyager, ça fait énormément partie de l'éducation, c'est hyper constructif, c'est super. Pour autant, c'est pas parce que je ne suis pas contre les vols low cost que je pense que le seul modèle économique du développement de l'aéroport doit tourner autour de ça. C'est une question de curseur à placer. Je pense qu'il ne faut absolument pas interdire les vols low cost. Ça répond à un besoin de la population, et pas que des plus modestes, j'aime pas dire classe moyenne, je sais pas ce que ça veut dire, mais bon, enfin, de beaucoup de gens en tout cas. Mais le modèle économique ne peut pas uniquement tourner autour de ça. Donc je suis pour effectivement que l'on interdise les vols la nuit, ce qui va de fait diminuer un petit peu l'attractivité. Et nous avons aujourd'hui on reçoit chaque année les nouvelles ouvertures de destinations. Moi qui adore les vacances, je trouve ça génial. Mais pareil, là, il y a quand même une question d'équilibre. Est-ce que depuis Bordeaux, on est obligé de pouvoir, depuis Bordeaux, aller dans toutes les grandes villes européennes possibles et inimaginables? Est-ce qu'on est obligé de pouvoir aller et à Varsovie et à Cracovie? Est-ce qu'on ne peut pas aller dans l'une et prendre un autre moyen de transport? C'est pas si loin que ça pour pouvoir aller dans l'autre. Et ainsi de suite. Voilà. Parce que le problème du développement des vols low cost, c'est une question de modèle économique, en fait. C'est une question de modèle économique qui doit arriver à s'équilibrer, un maximum. Donc, quand on parle effectivement de la limitation du trafic aérien, alors, c'est dit rapidement, derrière, il y a deux idées. Il ne faut pas interdire le low cost, mais il faut pouvoir le réguler. Et à un moment donné, il faut se poser une question. Est-ce que par rapport à notre métropole, son environnement, etc., est-ce qu'il n'y a pas un plafond? Est-ce qu'il n'y a pas un plafond à atteindre, à se dire, mais au-delà de ce plafond, c'est plus vivable. Et finalement, dans ce que j'appelle moi la colonne des plus et des moins, ça apporte plus d'inconvénients que ça n'apporte d'avantages. Pour les entreprises, la vraie question, c'est la question de la suppression de la navette Bordeaux-Paris. C'est celle-là qui revient tout le temps. Or, le problème, c'est que ça n'a rien à voir, même si on a envie de le remettre forcément là-dedans, mais ça n'a rien à voir effectivement avec ce choix-là.
Choix politique selon les communes. Alors évidemment, je ne vous cache pas que la ville des Innes, à son prochain conseil, va proposer à son conseil un avis favorable. Je ne vous cache pas que la mairie de Pessac, à son prochain conseil, va proposer un avis défavorable. C'est humain. Voilà, c'est humain. C'est humain, ça ne me choque pas. Maintenant, si on oublie 2 secondes où on habite et que même en tant qu'élus locaux que nous sommes tous, on prend un tout petit peu de hauteur sans pour autant monter dans l'avion, c'est ce que je veux dire. Si la piste séquente s'arrête, ça veut dire qu'on va passer de 85% du trafic à 100% du trafic sur la ligne nord-sud, je ne sais jamais le numéro, enfin bref, celle qui passe de notre côté et pas vers Pessac, Talence ou Bègles. On va passer de 85% à 100%. J'ai entendu un argument, parce qu'on en a débattu en bureau métropolitain jeudi dernier, et savoir que pour les élus métropolitains, la présidente de la métropole a promis l'organisation d'un débat un peu large, mais que l'on ne parle pas que de la piste séquente, mais justement de cette question globale, de l'aéroport. Et moi, j'ai entendu une phrase avec laquelle j'étais en désaccord, qui était de dire que avant, sur la piste séquente, il y avait moins de vols, il y avait moins de nuisances, les gens étaient moins habitués. Tandis que sur la piste principale, finalement, il y a toujours eu des nuisances. Donc bon, nuisance pour nuisance, on peut passer de 85 à 100%. Hein, il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Je suis réticente. Voilà, je suis réticente par rapport à cet argument. On peut parler de temps en temps de questions un petit peu de répartition, et une fois de plus, il ne s'agit pas de faire 50-50, mais de dire que, bien évidemment, il doit y avoir, je pense, une certaine répartition là-dessus. En tout cas, moi, je me vois mal dire aux habitants, écoutez, surtout que je me suis permise de dire, ce que je vous ai dit tout à l'heure, il y a 10 ans, les Blanquefortais ne se plaignaient pas des nuisances de l'aéroport. Maintenant, si, et c'est pas lié à la piste séquente, c'est lié à l'augmentation du trafic. Or, la grande question en plus de la piste séquente, c'est par combien le trafic va-t-il être augmenté? Par 2? Par 3? Voilà, c'est là où la notion de plafond, effectivement, devient relativement importante. Alors, dans ce rapport de l'inspection générale, forcément, quand il y a des arguments qui vont dans le sens, on dit qu'il est très bien, et quand, de l'autre côté, plus vers le sud, il y a des arguments qui ne vont pas dans le sens voulu, on dit que la méthodologie adoptée n'est pas la bonne. Alors moi, je ne suis pas compétente pour juger de la méthodologie de l'inspection générale. Ouh là là, beaucoup trop compliqué pour moi. Je pense pour autant que l'idée de l'avis, ça permet aussi de porter à connaissance, en fait. C'est ça aussi qui est important. Ça permet de porter à connaissance et de débattre. Voilà. De toute façon, on va être clairs les uns avec les autres. Quels que soient nos avis, qu'on soit pour, qu'on soit contre, on arrête la limitation de l'aéroport, on le multiplie par 4, on garde la piste séquente, on l'enlève, on en fait une 3e, une 4e, on a double. Quels que soient nos avis, c'est pas nous qui déciderons. Quels que soient nos avis, c'est l'État qui décidera. Mais je pense que ce que j'ai vu dans la proposition de donner un avis de la part de Monsieur le Préfet, que ça permettait de porter à connaissance. Voilà, j'ai trouvé ça intéressant. Pardon, Monsieur Bonneau, je ne vous ai pas oublié. Oui, merci. Alors, difficile de passer après un tel discours. Oui, j'interviens parce que j'étais intervenu la dernière fois, peut-être que vous en souvenez, où je m'étais opposé, où je m'étais abstenu, je ne sais plus, je me souviens plus, sur la précédente délibération, évoquant l'aéronautique bashing, le fait qu'il fallait bien à l'époque que les pilotes indiens là, du Rafale s'entraînent, parce que c'était aussi à l'époque dans la délibération. Aujourd'hui, je vais voter pour, parce que le rapport, il me semble équilibré. Il me semble logique. On ne va pas fermer une piste séquente, et vous l'avez très bien dit, monsieur Faregno, alors qu'il y a une croissance. On sait la croissance, c'est 5% par an, l'aéronautique, en moyenne lycée. Donc, pour tenter de répondre à votre question, si Bordeaux est dans la moyenne, dans 20 ans, on double. Garder cette piste séquente, pour moi, c'est plutôt du bon sens. C'est de garder une capacité de croissance. J'ai pas entendu, Emmanuel, dans la délibération, le fait qu'on souhaitait limiter
le trafic aérien. Je ne l'ai pas entendu. Alors c'est un débat qui est intéressant, mais pour moi il est hors sujet de cette délibération. Au contraire, on donne, comme je le disais, du potentiel de croissance. Et en plus, vous l'avez évoqué, M. Faregno, les jours où il y a des vents, ça fait du délestage, etc. Et puis interdire les vols de nuit, oui, il faut qu'on s'y mette aussi. Donc voilà, je voterai donc pour cette délibération. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de prise de parole à ce sujet ? Monsieur Faregno, vous voulez conclure ? Rapidement, parce que beaucoup de choses ont été dites. Bon, d'abord, il y a un avantage, et pour venir de ce corps d'inspection générale, je sais comment mes collègues ont dû travailler sur ce dossier, et ils ont eu accès à une information dont on n'a jamais disposé depuis des années, et pour participer aux réunions à la préfecture et représenter la commune, on n'a jamais accès à ce type d'informations. Et donc elles ont permis de relativiser et d'abonder un certain nombre de positions qui nous sont favorables, mais aussi de relativiser un certain nombre de problèmes qu'on aurait pu penser être existants déjà, et de dire attention, on met le doigt dessus, il faudra faire attention. C'est la première fois aussi, quand on parle de l'aéroport, qu'on rappelle que sur le terrain de l'aéroport, il y a des problèmes d'espèces protégées, il y a des problèmes de terrain avec des caractères très très particuliers, il y a une biodiversité, et que donc le problème ne va pas être aussi simple que ça de poursuivre le développement à la vitesse où on veut le poursuivre. Après, nous, la position, elle a été toujours très claire. On n'est pas pour dire il faut stopper l'activité et le développement, mais on se pose tous la question, et je pense que vous vous la posez aussi à un moment, c'est quel curseur et quelle régulation. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, les choses peuvent devenir insupportables. Et c'est vrai qu'à un moment donné, Blanquefort peut être concerné, alors qu'il l'est déjà aujourd'hui, mais pas comme à Isine ou au Hayan. Quand j'étais hier au Hayan, j'ai vu une descente d'avion, je ne pensais jamais que c'était aussi bas au Hayan, c'est vraiment impressionnant. Donc je pense qu'on a encore de la marge. Nous, comme l'a dit très bien le maire, on n'est pas du tout concernés aujourd'hui en tant que commune victime, mais on est aussi sollicité parce qu'on fait partie des commissions et depuis le départ, des commissions sur l'aéroport. On y fait d'autant plus partie que, par contre, là, sur les vols militaires, nous sommes sur les zones d'essai Blanquefort, et que dans des périodes qui sont extrêmement contrôlées et sur lesquelles il y a tout un travail qui est fait dans la formation des pilotes, mais aussi dans les nouvelles obligations, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas les mêmes types de descentes et les mêmes types de montées qui sont autorisés quand ils étaient sur des bases militaires. Là, ils ont vraiment des choses très très strictes, mais néanmoins, quand ils passent au-dessus de chez nous, moi je les ai au-dessus de ma maison, on les voit bien, on les entend bien, ça vibre bien, etc. Bon, donc, de toute façon, à un moment ou à un autre, on est concerné. C'est pour ça que je pense que la population commence à s'exprimer de plus en plus souvent sur le sujet. Elle s'exprime, et j'en terminerai là aussi, de plus en plus souvent sur le sujet, parce qu'on a eu aussi 2 ans sans avion. En tout cas, 1 an totalement sans avion, et une remontée très, très, très lente des vols. Et des destinations. Et donc, forcément, maintenant, le gars qui prend son apéro dans son jardin en plein été, il les entend bien, quoi. Et pendant la période qu'on avait vécue, c'était une période de calme où on avait un peu oublié. Donc, je pense que ça aussi, ça a joué. Merci. Je mets donc en voie cette délibération. Alors, je vais noter les abstentions. C'est bien noté. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Pas de vote contre. Par ailleurs, la délibération est adoptée. Je vous remercie. Et je vais vous passer la délibération préférée. Lui fait pas mal, hein. Et le moment préféré du Conseil. Je passe la parole à Monsieur Pierre Laborde. Heureusement, enfin bon, on arrive au bout, je crois, là. Faut que je me dépêche parce que... Allez, on y croit, on y croit. Bon, allez, on y croit. Oui, donc voilà, on crée encore des postes à la mairie. Je ne suis pas sûr que la présentation... Il y a un certain nombre de postes à temps complet et 2 ou 3 postes, pardon, à temps partiel, mais qui concernent essentiellement les enseignants de musique. Voilà. Aussi, je vous demande quand même
malgré la mauvaise présentation, de voter pour cette délibération. Bravo. Monsieur Laborde, votre présentation est toujours excellente. Jamais je l'ai entendu une remise en cause là-dessus. D'ailleurs, y a-t-il une remise en cause sur le vote de la délibération en question? Abstention ou vote contre? Unanimité. Pierre, tu fais toujours l'unanimité. On se revoit dans cette configuration fin novembre, c'est le 23, 5, par là. 25. On se revoit dans cette configuration le 25 novembre prochain. D'ici là, passez un bon moment. Et dans les festivités à venir, je vous rappelle le Festival Nature, le samedi 5 octobre. Et si vous pouviez tous croiser les doigts des mains, des pieds, de tout ce que vous voulez, pour qu'il n'y ait pas de pluviométrie excessive, ça arrangerait tout le monde. Merci.